Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne, qui nous regardent. Merci de nous rejoindre sur le live. Aujourd'hui, deuxième live en fait organisé par les pionniers et par Boom Forest. Cette fois-ci sur la requête qu'on a eue par rapport au dernier live, on va traiter plus de quelque chose d'un aspect plus technique et plus pratique. On va parler du travail du sol, qui est la première étape fondamentale pour une plantation en Miyawaki. Et pour ça, on a la chance d'avoir Olivier du projet Arboretum, de l'association Lichen, qui est sur Pau, qui nous rejoint, qui a une spécificité locale vraiment particulière dont il va pouvoir nous parler. Donc ça va être un échange assez intéressant sur différentes pratiques, sur finalement des plantations qui ont une méthode similaire mais des approches différentes. Olivier, du coup, je te laisse présenter un peu ton projet et que tu nous expliques un petit peu comment vous avez procédé pour votre plantation. Ok, alors je vais commencer par préciser qu'on a à peu près tous la même base, hein, puisqu'on est inspiré de cette méthode Miyawaki. Je ne sais pas s'il faut le rappeler, voilà, qui consiste à planter une certaine densité d'arbres sur des très petites surfaces. C'est intéressant parce que ça permet d'aborder des zones urbaines qui ne servent pas à grand-chose. Bref, on peut s'installer à peu près partout. Sous quelques conditions, c'est ce qu'on va essayer de voir avec cette étude du sol. Donc nous, en fait, on a commencé le projet, on a commencé à réfléchir au projet en juin 2020. Ça a mis 2-3 mois de gestation et puis finalement, c'est parti assez rapidement. On a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un sur la ville de Pau qui travaille dans un service technique qui s'appelle la Maison du Jardinier. Et on a proposé ce projet et ça tombait pas trop mal parce qu'il y avait déjà eu un projet en fait mené par l'école de commerce sur Pau, donc il faut le signaler, mais pas avec tout à fait les mêmes optiques. C'est pas une critique que je vais émettre, c'est juste qu'ils avaient pour vocation de planter beaucoup d'arbres. Et nous, on s'est positionné assez rapidement pour travailler autour de la biodiversité, autour de la notion de qualité. Donc, cette notion de qualité, elle a beaucoup influencé le projet parce que, en ayant toute la structure de plantation Miyawaki, on s'est rendu compte de petites subtilités qui font que notre méthode à nous, toujours inspirée de Miyawaki, elle est un tout petit peu différente. Ne serait-ce qu'en intégrant des principes de permaculture où on s'est dit, voilà, un sol miyawakien, c'est un sol qui est retourné, qui a été étudié à la base pour dépolluer des sols en milieu industriel, je crois. Et cette méthode, chez nous, elle n'avait pas trop de sens parce qu'on a des sols quand même de relativement de bonne qualité, très argileux, très pierreux, mais il y a de la vie. Donc, dans cette recherche de qualité et de biodiversité, on s'est dit que la biodiversité du sol était tout aussi importante. Donc, on a cherché des terrains qui étaient déjà propices à cette vie souterraine. Alors, ça va pour l'instant Ouais, nickel. Ouais, c'est clair. C'est super clair. Okay. Ok, alors je continue dans le processus et comment est-ce que la Maison du Jardinier nous a proposé un terrain. En fait, ils nous ont proposé un terrain qui était comment on appelle ça, c'est en gestion différenciée, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des terrains en friche qui étaient en friche depuis quelques années. Et ça nous allait parfaitement. Parce que le sol était vivant, parce qu'il y avait déjà une petite biodiversité à le sol qui s'était développée, des animaux, du ver de terre, enfin bref, tout ce qu'il faut pour planter correctement sans avoir à retourner le terrain sur 50 cm. Donc on envisageait de retourner cette surface sur une trentaine de centimètres, d'enlever tout ce qui était mauvaise herbe, adventice. Bref, on a travaillé dessus pendant 3-4 mois. On a préparé les plans. On a conçu notre design forestier en fonction de l'orientation, du nord. On commençait à l'envisager en combinaison avec un verger. Parce que la surface était importante, mais elle permettait peut-être déjà d'envisager des combinaisons, pas faire du pur Miyawaki, mais des plantations de différents types. Le petit problème, c'est qu'au bout de 4 mois, en fait, il y a un service de la ville qui s'est réveillé et qui a
qui a mis un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'ils avaient prévu une extension de salle de basket pile poil sur le terrain où on devait s'installer. Alors oui, du coup, Olivier, donc, à ce stade, excuse-moi, je voulais juste rappeler, là, en fait, c'est un projet que vous avez fait avec un partenaire public, donc la municipalité de Pau, c'est ça? Oui. Ça marche. Et oui, donc, ouais, vous aviez signé un accord de partenariat ou quelque chose qui posait un peu les bases, ou au contraire, pas trop au départ? Et voilà, c'était de la... Nous, c'était de l'altruisme pur, et eux, c'était de la bonne volonté, et surtout une certaine motivation. Mais il y a quand même une petite distorsion entre ce que la ville, au niveau vraiment politique, veulent, et ce que ces techniciens, enfin dits techniciens, dans la maison du jardinier, pensent et aimeraient voir se développer. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés avec des gens vraiment convaincus de conviction et qui œuvrent réellement pour développer la biodiversité, les trames vertes, les continuums écologiques dans Pau et autour. Ouais. Mais la ville, voilà, on n'arrive toujours pas à savoir s'ils ont compris en fait l'ambition environnementale de ce... Enfin, comment dire, c'est pas une ambition environnementale, c'est plus que ça en fait. C'est les enjeux que comporte la notion d'arbre, quoi, le fait de travailler avec les arbres. Ça résout beaucoup de choses. L'arbre est quand même l'un des seuls êtres sur Terre qui ne fait qu'améliorer son environnement. Il n'y a pas de point négatif. Donc voilà, c'est un problème de communication qui fait que le projet est tombé à l'eau. Nous avons proposé une solution 2-3 semaines après. Cette solution a été 1 mois après pour nous retrouver face à 2 autres solutions. Alors, le point positif, c'est qu'ils ont de quoi faire. Il y a plusieurs espaces envisageables. Et celui qu'on a retenu, c'est juste à côté d'un autre projet qui est super intéressant de ferme urbaine, d'éco-ferme urbaine, en plein milieu urbain. D'accord. Installé juste à côté, c'est assez sympa. Mais ça impliquait un autre souci, et ça pour nous c'est vraiment l'un des problèmes à éliminer absolument, c'est que le terrain, en fait, l'enjeu c'est que la ville mettait le terrain à disposition, le préparait et devait nous fournir de l'eau. Ça c'était ce qui était convenu sur ce deuxième terrain qui vous ont proposé suite à l'annulation du premier, oui. C'est ça? En fait, le premier, c'était déjà les mêmes conditions. D'accord, ok. Sauf que on devait planter début janvier, voire même... on s'est retrouvé à avoir le terrain fin février, et on a dû planter... non, pas fin février, fin janvier, et on a planté début février. Mais cela dit, on a pris 1 mois dans les dents, et la préparation du terrain s'est faite quasiment 3-4 jours avant. Alors autant dire que ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est-à-dire qu'un terrain, il faut le laisser vivre, il faut le laisser mûrir, et on ne prépare pas un terrain 3 jours à l'avance. La petite problématique aussi, c'est que l'eau n'était pas là, donc on a dû se débrouiller l'eau. C'est quand même assez important d'avoir de l'eau. Dès que tu plantes un arbre, il faut de la flotte pour que les racines prennent bien. Voilà, donc tous ces petits problèmes-là, en tout cas, c'était une riche expérience parce que ça nous a mis tout de suite dans une situation un peu chaotique. Et jusqu'à preuve du contraire, ça pousse très bien. Et alors, rappelle-nous un peu tous les arbres ont pris. Combien de plants vous avez installés? Alors, on a installé autour de 750 plants sur l'équivalent de 250 mètres carrés. D'accord. J'ai dit aux alentours parce qu'il y a quelques arbres qu'on a installés de l'autre côté, c'est des côtés ferme urbaine. On n'a mis que des fruitiers. Et les gens qui sont venus nous aider à planter, certains sont repartis avec des petits arbres pour planter chez eux aussi. C'était un petit cadeau. D'accord, c'était pas perdu quoi, les surplus. Ah non, on n'a rien perdu. Il y a peut-être 1 ou 2 plantes qui ont un petit peu morflé au passage, mais c'est tout. Tout a été planté. Enfin, c'était génial. Quand ça s'est mis en place, il y a eu beaucoup de monde sur la plantation. C'était chouette. C'était vraiment une réussite au final. Je reviens sur ce que tu disais parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Ça refait un peu la boucle avec ce qu'on disait la dernière fois, Damien. Quand on commence à vouloir traiter avec un partenaire public, c'est vrai que surtout sur les premières plantations, on ne pense pas forcément à ça, à des techniques un peu administratives comme les conventions de partenariat, qui doit faire quoi, etc. C'est un point qu'on a commencé à aborder, mais je trouve que c'est un super bon exemple que tu donnes sur la nécessité finalement de s'assurer de ces points-là en amont
pour éviter d'avoir à refaire plusieurs fois le travail et à se retrouver comme ça ballotté d'un point à l'autre. Parce que c'est vrai que on est aussi sujet aux desiderata politiques dans ce genre de projet. Hein. Ouais, et si je peux rebondir justement sur un point que tu évoquais dans ton parcours, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment les deux tensions. C'est que d'un côté, effectivement, il peut y avoir des besoins administratifs, et d'un autre côté, il y a aussi de l'enthousiasme de la part des équipes avec qui on peut travailler, y compris des équipes publiques qui sont habituées à ce genre de travaux. Et c'est super, mais il ne faut pas justement se laisser trop emporter non plus par ce côté un petit peu, c'est cette énergie très positive. Et nous, c'est quelque chose qu'on a retenu. Il faut aussi toujours de côté bien vérifier qu'on est dans les clous au niveau administratif, qu'on peut valider les bonnes choses, signer une convention à temps, parce que c'est vrai que parfois on va un petit peu plus vite que la musique, y compris de la part à la fois des acteurs associatifs ou des particuliers ou des acteurs publics. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant, c'est vrai, de se dire, ok, s'il y a des gens qui sont motivés par le projet, est-ce qu'on a les bonnes autorisations au bon moment? Et également, signer effectivement une convention, c'est quelque chose qui permet d'officialiser les choses de part et d'autre. Et ça, c'est assez important. Nous, dans notre cas, sur le premier projet qu'on a eu avec Boom Forest, comme c'était un projet issu du budget participatif, c'était assez cadré de ce point de vue-là. Et la ville nous a vraiment tout de suite demandé justement de nous constituer en association pour pouvoir signer une convention avec eux. Donc ce sujet-là, on a vite pu le régler. Mais finalement, ça nous a été très utile parce que même si on a signé cette convention, l'obtention du terrain a aussi mis pas mal de temps. Il y a pratiquement eu une année de discussions diverses et variées, alors que le projet avait été validé, qu'on avait signé la convention, c'était pas le sujet, mais effectivement, le temps qu'on arrive à trouver le bon endroit et qu'on puisse finalement planter, il s'est passé un long délai, et heureusement qu'on avait justement du côté administratif verrouillé un petit peu les choses. Ça nous a pas mal aidé, je pense. Je reviens d'ailleurs là-dessus, ça me permet de me rappeler un peu un point qu'on évoquait tous les trois quand on préparait cet entretien. Tu me disais, Olivier, que vous aviez eu aussi pas mal de communication à faire auprès de ces différents acteurs, justement, pour arriver à les sensibiliser à la fois au projet, aux valeurs du projet surtout, pour que vous puissiez coordonner un peu comme ça finalement tous ces acteurs qui d'habitude communiquent pas forcément entre eux, c'est ça? Alors c'est un petit peu plus compliqué. Si je reprends la base, on est avec la Maison du Jardinier et des gens qui sont convaincus par ce qu'ils font et qui ont envie vraiment de faire bouger les choses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que plus on monte dans les strates administratives et politiques, plus ça se complique. Les mots utilisés sont pas les mêmes, les prises de position divergent, elles sont pas franches du collier. Donc on a dû communiquer avec effectivement chaque strate, mais nous de notre côté on n'a pas vraiment réussi à s'interposer au milieu de leur système en fait de hiérarchie. Et on a réussi à parler avec les responsables du développement durable de la ville, c'est-à-dire les adjoints du maire. On a réussi à parler avec les techniciens, avec les animateurs, avec les responsables de la gestion des espaces arborés de la ville. On a réussi à parler avec avec les techniciens de l'élagage, qui, eux, par exemple, regrettent qu'on les prenne pour des abatteurs d'arbres, alors qu'à la base, ils ont cette fibre, ils n'ont pas envie de faire ça, mais on les oblige à tuer de l'arbre, à abattre, alors que de temps en temps, ça ne se justifie pas, et parfois, ça se justifie. Donc, en fait, la communication, oui, on s'est présenté, on a présenté l'amplitude de ce qu'on voulait faire, on a participé à des cercles de réflexion autour de la notion de biodiversité et du rôle de l'arbre et de la végétalisation et des espaces de résilience alimentaire autour de la ville. Mais on est capable de les relier, de tisser des liens entre eux. En fait, ce sont des liens qui sont bizarres. Et là, je parle que d'une branche de ce système-là, parce qu'il y a les urbanistes à côté.
qui eux aussi ont des gens très convaincus et d'autres qui se foutent complètement, enfin qui ont une vision très bétonnée de l'environnement urbain. Ceux contre quoi on lutte, nous, au passage. Et puis il y a d'autres services qui ont leur propre projet, qui eux sont complètement déconnectés des autres services et qui avancent avec leur petit train-train et voilà. Je vais signaler un petit truc quand même, c'est que le service qui s'est opposé à notre projet, mais pas vraiment violemment, hein. Ils ont dit non, nous on a un projet. Il faut savoir qu'on est installé sur une zone naturelle. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas de raison qu'on nous éjecte d'une zone qui était censée être protégée pour ça. Donc voilà, c'est tout ce petit bins politique qui est un petit peu problématique pour nous. Cela dit, ça c'est quand même fait. Tout le monde est content. C'est une réussite. Donc je pense que ça les a peut-être inspirés parce qu'on en est à un point où là, ils veulent qu'on les forme en fait. On attend des nouvelles. Le coronavirus a mis un petit peu le bazar là-dedans. Mais je pense que la prochaine étape, ça va être vraiment d'accompagner ces services. Et du coup, on en parlait un petit peu la dernière fois. Ça a l'air d'être point clé. C'est de les intégrer complètement au projet. Tout à fait. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, juste pour résumer un peu tout ce qui s'est dit, ceux qui voudraient mener un projet, qui ambitionnent justement de contacter leur mairie, leur municipalité pour proposer un projet comme ça, soyez conscients que voilà, les problématiques qu'on évoque là actuellement, c'est possible que vous les rencontriez, c'est aussi possible que vous ayez aucun problème et que vous ayez une équipe qui soit très soudée autour du projet, mais je pense que si on est conscient de ce genre de difficultés, on sait mieux les anticiper et du coup ça contribue davantage à la réussite du projet. Donc quelques points qu'on a évoqués qui sont intéressants pour s'assurer finalement qu'on arrive en territoire relativement safe, c'est ne pas hésiter à discuter d'une convention de partenariat avec la municipalité pour expliquer bien qui est responsable de quoi, qui doit faire quoi, comme ça on a un document auquel se référer. Et nous c'est vrai qu'avec Athlony on a eu la chance quand on a travaillé avec le département du Val-de-Marne d'avoir sur place quelqu'un qui je pourrais appeler qui est un champion interne, c'est-à-dire qui était convaincu par la démarche et qui en même temps avait une vision assez panoramique sur le projet, qui avait un contact avec l'ensemble des responsables de services qui allaient être impliqués dans le projet. Du coup, lui a eu ce job de coordination qui a peut-être fait défaut. Et on a eu de la chance, hein, c'est pas moi qui l'ai formé ou quoi que ce soit. Mais si on peut trouver un interlocuteur comme ça, essayer assez rapidement d'identifier les personnes qui pourraient avoir ce rôle dans l'équipe qu'on a en face de nous, ça peut être assez crucial parce que ça peut justement débloquer des situations comme ça, quoi. Juste une chose, à moins que Damien tu veuilles rajouter un truc, après on passe à la préparation du terrain, mais vas-y, je t'en prie. Je rajouterais juste deux choses. Effectivement, je te rejoins tout à fait sur l'importance d'avoir des gens en interne qui soient à la fois capables d'avoir cette vision globale et puis d'être passionnés par le projet. Nous aussi, on a eu cette chance et ça nous a beaucoup aidé. On s'en est rendu compte sur le coup et a posteriori. Et après, rebondir effectivement sur l'expérience d'Olivier, sur le besoin de formation. Tu as mentionné qu'il vous avait demandé de vous former. Nous aussi, après le premier projet, on a eu un moment d'échange avec différents acteurs de la division des espaces verts. Et en fait, ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si ces gens sont des experts dans leur domaine, tout ce qui est relatif à la méthode Miyawaki en elle-même, c'est tout nouveau pour eux. Et donc, eux aussi sont en train de se former et d'apprendre des choses là-dessus. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis le fait qu'ils sauront gérer ce type de projet, et notamment vis-à-vis des attentes aussi qu'on peut avoir sur le terrain. Donc il faut aussi se mettre à leur place et se dire ok, essayer de favoriser le dialogue et l'échange le plus tôt possible pour voir est-ce que le projet qu'on essaie de dessiner requiert comme attention. Je vais juste... on a une question dans le chat de Hélène qui demande Olivier pour le second projet à Pau, et ça va me permettre de faire la transition avec le sujet de ce webinaire. Pour le projet que vous avez mené en fait sur le terrain définitif, quel travail du sol vous avez effectué? Donc ça me permet aussi d'introduire que vous avez fait quelque chose d'un peu original, un peu différent par rapport à ce qui est normalement préconisé par la méthode Miyawaki. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors c'est ce que je disais un petit peu en intro. On est parti plutôt dans l'optique de respecter la vie du sol et de pas tout retourner comme des bourrins. À savoir que le sol qu'on a touché n'était pas pollué, il était relativement correct.
Donc, avec de la vie. Bon, grosso modo, on l'a fait retourner sur une trentaine de centimètres, un petit peu plus. On a gratté, enlevé toutes les mottes d'herbe. Ça, c'est super important. Par contre, il faut obtenir un sol assez meuble et vraiment dépourvu d'un maximum de mauvaises herbes. Bon, elles vont revenir, hein, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je pense que les 2 mois d'attente là, ça doit s'amuser. Voilà. Cela dit, on l'a retourné sur 30 cm, on a éliminé la plupart des mottes de mauvaises herbes, tout ce qui était racinaire indésirable, on va dire, même s'il y a beaucoup de choses qui sont désirables parmi les indésirables. Et on a rajouté du mulch, l'équivalent, on a doublé en mulch, plus un système de BRF, donc un ajout de matière, enfin de bois raméal fragmenté, donc du branchage du bois mort, pour essayer de stimuler tout ce qui était faune souterraine, faune microbiologique et mycorhize, système de champignons qui viennent souvent avec le bois. C'est intéressant parce que en même temps, je mets à l'écran les photos que tu m'as envoyées pour illustration et je vois du coup, comme tu le décris, que le BRF, donc le bois raméal fragmenté, c'est ce qu'on voit en clair dans la photo en bas à droite. Vous l'avez mis avant de planter en fait. Je dis ça parce que d'habitude c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on utilise en paillage et vous l'avez mis avant justement pour stimuler cette vie mycorhizienne dans le sol, c'est ça? Oui, alors on l'a mis avant pour le couvrir, pour éviter que la terre soit à nu, même si on a planté 4-5 jours après. Et on l'a mis parce qu'on allait pailler. Et on est aussi parti d'un autre principe, c'est qu'on voulait éviter que les gens qui viennent nous filer un coup de main évitent de tasser la terre en continu. C'est-à-dire que finalement, c'est quand même entre 50 et 100 personnes qui passent sur le terrain et ça le tasse. Et le tasser de trop, c'est pas une bonne chose parce qu'il y a quand même beaucoup d'argile, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une matière qu'on veut meuble pour que les racines s'installent le mieux possible. Voilà, il faut éviter de trop tasser. Donc déjà, en mettant le BRF d'entrée, il y avait qu'à écarter un petit peu le BRF pour planter et ça permettait d'éviter de faire un deuxième passage, voire même un troisième passage, parce qu'il y avait le paillage derrière qui était super important également pour essayer de limiter la repousse des mauvaises herbes. Yes, nickel. Et sur les images que tu as vues, effectivement, on a quand même fait quelques trous dans le sol pour voir de quoi il était constitué. On l'a envoyé chez une équipe de géobiologues qui sont spécialistes de la microbiologie du sol, qui ont essayé d'analyser s'il y avait de la vie de l'ordre de l'invisible. C'est-à-dire que la vie, on parle de vers de terre parce que tout le monde les connaît, les coramboles c'est déjà plus petit, et la microbiologie c'est quelque chose d'invisible, hein, il faut du microscope, quoi. Et comme on a quand même une optique également de séquestration carbone, un bon sol, un sol qui vit, c'est un sol qui va séquestrer beaucoup plus de carbone finalement que l'arbre, donc c'est assez important de bien travailler tout ça. Tu as fait une super illustration sur le sujet. Pardon. Je vais mettre là à l'écran. On voit la répartition du carbone stocké dans l'arbre et versus dans le sol. On voit là les chiffres qui s'affichent à l'écran. Belle illustration, vraiment beau boulot. Et puis c'est vrai que ça permet bien de réaliser ça. Ça donne quelques chiffres. Et le dernier détail que je rajouterai, c'est que le terrain meuble, faut pas se le cacher non plus. C'est aussi fait de telle manière à ce que les gens puissent planter avec une certaine aisance. S'il fallait vraiment des coups de pelle et de pioche pour planter 700-800 arbres, bon, je pense pas que ça puisse se faire en un week-end. Hein. Voilà, il faut aussi ça permet de planter relativement facilement. Mais bon, ça convient également aux plantes. Je reviens un peu sur justement cet aspect-là parce qu'on a participé à la plantation de la forêt sur le périph' Porte des Lilas avec Boom Forest il y a pas très très longtemps, c'était cette année, et c'est vrai que typiquement on était sur une réalité de terrain qui est très différente. Je mets les images à l'écran. Damien, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que vous avez fait, vous ? Oui,
Alors, effectivement, sur la plantation qu'on a effectuée à l'automne dernier, on était sur une terre qui déjà est certainement moins bonne qualité que celle que vous aviez pu avoir, Olivier, puisqu'on est vraiment sur Mhm. les bords du périphérique parisien. La terre était très argileuse, relativement tassée et compacte. Et donc, on était passé plusieurs semaines avant la plantation pour commencer déjà à retourner la terre qui était en plus sur une pente d'une trentaine de degrés, donc une pente assez forte. Plantation en automne avec de la pluie. Et donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une belle gadoue, on va dire, qui a été au préalable mélangée avec un paille et du fumier qu'on avait récupéré dans des écuries pas très loin, puisque pour elle c'est du déchet. Hein. Et donc on a essayé de rendre cette terre justement à la fois plus meuble et un petit peu plus riche au niveau des nutriments. Il ne faut pas que ce soit trop riche, mais il faut quand même qu'il y Ouais. ait suffisamment d'apport pour les jeunes plants. Et donc l'idée, comme tu l'as très bien dit, c'est d'avoir un sol à la fois meuble et à la fois riche. Alors, c'est intéressant aussi la problématique que tu évoques du tassement du terrain, qu'il faut vraiment prendre en compte, parce qu'effectivement, quand on a beaucoup de volontaires, souvent l'enthousiasme fait que les gens se disséminent assez rapidement, repassent sur Ouais. des endroits, et ils n'ont pas conscience qu'effectivement, quand on a 50 personnes à faire travailler sur une surface assez réduite, il faut faire attention déjà de tout faire dans le même sens, s'organiser un petit peu pour pas qu'on piétine ce qu'on a déjà fait, et pas qu'on piétine trop les mêmes endroits. Donc ça, c'est pour ça que nous, on avait organisé la séquence, on va dire, l'ère de plantation en 3 zones, A, B et C, et on avançait progressivement pour éviter et puis pour répartir les gens, certains sur la zone A, certains sur la zone C, pour être sûr de ne pas avoir trop de monde au même moment, au même endroit. Ça, c'était important. Et effectivement, le travail de la terre peut être assez physique en fonction de la nature qu'on avait au préalable. Nous, on n'a pas pu enrichir le sol non plus trop en amont. On a déjà planté chez une de nos membres en Bourgogne qui avait pu justement mettre du BRF et des compléments sur son sol 6 mois, peut-être même un petit peu plus, enfin plusieurs mois à l'avance, et elle les avait juste posés. Et quand on est arrivé pour planter, la terre était vraiment parfaitement meuble, elle sentait le champignon, elle était idéale. Sur des projets avec des collectivités, c'est pas toujours possible. Par contre, on peut avoir des moyens. On avait pour travailler la terre et la retourner sur une trentaine de centimètres, une petite pelleteuse qui était passée quelques semaines avant, comme je le disais, parce que sinon ça aurait été vraiment très très physique. Et surtout, il faut prendre en compte effectivement aussi les conditions météorologiques. Guillaume, tu étais là avec nous, tu as pu voir que on était vraiment sous la pluie avec de l'argile, Ouais. ça peut être assez physique. Ça collait bien aux semelles, quoi. Et donc, voilà, ça collait bien aux semelles. Ça, il faut prendre en compte. Après, sur les photos que tu as montrées tout à l'heure, Guillaume, il y a peut-être un point sur lequel je trouve que c'est intéressant qu'on s'attarde un petit peu. Donc nous, le tout premier projet qu'on avait fait, il n'était pas sur une pente à l'origine, il était toujours au bord du périphérique et la terre était très pauvre. Donc en fait, ce qu'on a fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de marée qui se forme à cet endroit et remettre de la terre un petit peu dynamique, c'est qu'on a construit une butte. On a ramené de la terre pour former une butte au bord du boulevard périphérique pour avoir cette plantation. Et en fait, ça nous a permis d'éviter d'optimiser la gestion de l'eau, puisque l'eau va ruisseler mais va rester dans la butte. Ça permet d'avoir un bon ensoleillement aussi. Et sur des terrains qui n'ont pas une bonne terre à l'origine, ça peut être une solution qui est intéressante, puisque alors la butte est légère, hein, là on n'est pas du tout sur du 30 degrés de pente, mais ça permet de garder l'eau, de permettre qu'elle ruisselle facilement des averses. Et c'est intéressant. Et là, le complément, ça a été pareil, du fumier, du compost et de la paille mélangé. Alors nous, on l'a mélangé dès le départ, et on a rajouté le paillage après. Parce que la terre était effectivement particulièrement pauvre à ce moment-là. Alors je reviens un instant sur ce que vous avez dit tous les deux. N'hésitez pas, à ceux qui nous écoutent, qui auraient besoin justement comme ça d'amender le terrain. Il y a plusieurs solutions qu'on a évoquées, donc amender avec du fumier, amender avec du compost si vous avez la possibilité d'en trouver localement ici aussi.
Et comme on disait, retourner le sol, surtout sur des surfaces de 250-300 mètres carrés comme les projets qu'on est en train d'évoquer, ça peut être très très compliqué à la main. N'hésitez pas à demander à votre partenaire des communes de passer un coup de rotoculteur. Donc c'est un outil qui permet de retourner le terrain justement sur 5-10 cm. Et ça va permettre justement après d'avoir une terre qui va être décompactée, beaucoup plus meuble, que vous allez pouvoir mélanger, comme on a pu voir sur les diapos qu'on a passés, avec les différents éléments, ou alors à remettre carrément de la terre par-dessus, comme vous avez fait, c'est ça, et vous n'avez pas retourné du tout, Damien, pour la première plantation à Montreuil, vous aviez juste mis de la terre par-dessus sur l'herbe qu'il y avait en place, c'est ça? Alors, on est quand même passé sur quelques centimètres à la surface pour enlever tous les débris et pour nettoyer le terrain, en fait, si tu veux, puisque comme on était vraiment sur une bordure de périphérique et en même temps, il y avait une route juste à côté et les puces du marché de Montreuil, il y avait quelques déchets quand même, donc ça, on est passé pour le nettoyer. Mais après, oui, on a surtout ramené de la terre et travaillé sur la couche superficielle à la fin. Tout à fait. Ça marche. Olivier, je reviens sur ce que vous évoquiez tous les deux, l'aspect assez permaculturel finalement des plantations et du travail de la terre. Et toi, il me semble que tu m'avais dit que vous étiez rapproché de personnes qui travaillaient dans ce domaine, en tout cas qui connaissaient bien la permaculture, quand vous avez commencé à à envisager du coup le travail du terrain, c'est ça? Oui, je peux pas dire qu'on a été accompagné par eux parce que finalement la plupart sont maraîchers et autant dire que c'est une période où ils n'ont pas grand-chose, donc ils sont tous en train de préparer la terre. Cela dit, on a rencontré des gens dans ce milieu-là, mais l'équipe qu'on a créée en fait est composée de gens qui viennent du milieu très très variés. On avait un ou deux permaculteurs, mais après, on connaît tous dans notre environnement des gens qui sont dans le milieu paysan, agroécologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait quelqu'un une scientifique aussi, qui est microbiologiste, en fait, qui l'étudie. On avait une botaniste, enfin, on avait des urbanistes, on avait plusieurs métiers qui ont fait que le projet a pris une ampleur, comment dire, on l'a un peu personnalisé en fonction des avis des uns et des autres qui avaient un regard critique sur la méthode Miyawaki, en fait. Personne n'a remis en question cette méthode, mais on s'est juste posé des questions sur son adaptation locale, en fait. Est-ce que localement, on avait besoin de préparer un terrain avec des matières qui retiennent l'eau? C'est toujours nécessaire, hein, c'est intéressant. Mais chez nous, il pleut tout le temps. Donc on n'est pas en Inde où il peut y avoir des chaleurs, je crois, extrêmes qui atteignent les 50, où là, ça peut être une hécatombe pour les arbres. On est dans un système où de fin automne, hiver, jusqu'à la fin du printemps, voire même pas mal, quoi. Donc on sait que l'eau n'est pas un problème. On aurait plus un problème faut pas que l'eau stagne de trop, pour pas que les racines pourrissent. Mais voilà, grosso modo, les permacultures, ils nous ont orientés plus ou moins dans ce sens-là. Et en tout cas, c'est eux qui nous avaient mis la puce à l'oreille concernant la préservation de la qualité du sol, si ce sol était sain d'entrée. Inutile de le retourner. De toute façon, là aussi c'est pareil dans les milieux ruraux et dans l'agroécologie, c'est ce dont on parle. On parle de préserver la terre au maximum. Plus on la retourne, plus on détruit tout ce qui vit là-dessous. Voilà, donc nous ça paraissait une logique et qui avait l'air d'être un petit peu en contraste, ou enfin pas contradictoire avec la méthode Miyawaki, mais pas complètement dans les rayons. Donc on préfère cette vision. Maintenant, si on nous demandait d'aller taper dans de la friche industrielle pour réarborer et faire vraiment de la dépollution de sol, en sachant qu'on n'est pas spécialiste, mais qu'on sait que l'arbre, lui, est un spécialiste, là, on retournera, je pense qu'on appliquera la méthode Miyawaki à 100%. C'est vraiment intéressant, ce que tu dis, parce que c'est vrai que la méthode Miyawaki, c'est une très bonne trame pour se lancer dans des projets comme ça, surtout quand, comme nous trois, finalement, on vient pas du milieu de la botanique, on ne connaît pas forcément la réalité de la biologie du sol, ni du moins comment l'évaluer. Donc c'est une bonne trame pour se lancer, et les étapes qui sont mentionnées sont pertinentes, du moins dans notre expérience, on ne détient bien sûr pas la vérité, mais ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a de toute façon une nécessité
de s'adapter à sa réalité locale. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des personnes qui connaissent bien cette réalité, donc des maraîchers par exemple, qui ont l'habitude de travailler le sol. Ça peut être vraiment une ressource précieuse au moment de se dire, bon bah qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne la terre ou pas, est-ce que je l'amende ou non, est-ce que j'ai un besoin, comme tu disais, de drainage dans mon sol parce que le climat fait qu'il y a beaucoup d'eau et que il faut pas forcément rajouter du matériel qui va retenir l'eau comme ce qui peut être recommandé dans la méthode, mais à l'inverse, rajouter du matériel comme du sable qui va drainer. Donc toutes ces questions-là, ça peut être extrêmement critique dans le succès de la plantation. Damien, tu voulais ajouter un truc, je t'ai coupé, je suis pas désolé. Oui, mais c'est pas bien. Vous m'entendez là? Il est en galère avec son téléphone. Oui, on t'entend. Ouais. Ok, non, c'est bon. Je vais faire une remarque par rapport à ça parce que moi il y a quelque chose que je trouve assez passionnant aussi, enfin, faut comprendre une chose. Enfin, moi je suis novice en fait là-dedans. C'est pas mon métier à la base. Il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est de voir des citoyens qui prennent les choses en main, en fait, quoi. Et étonnamment, en étant novice, on se rend compte, enfin nous on s'est rendu compte dans notre milieu et autour de nous que finalement on était devenus plus spécialistes que des gens qui vivent de ça depuis très longtemps, parce qu'ils ne connaissent pas cette méthode et qu'ils n'ont pas intégré tous les paramètres qu'intègre la méthode de Miyawaki. C'est-à-dire que les citoyens sont en train de penser, réfléchir, mettre en application et faire les choses, alors qu'on est face parfois à des systèmes de gens qui sont embauchés pour leurs compétences dans ce domaine, mais qui ont une conservatrice en fait de la culture. Et c'est pareil pour les. Non, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se lancent dans le maraîchage, qui connaissent pas grand-chose et qui découvrent plein de petites astuces au fur et à mesure. Donc en fait, on est sur un schéma de densité, de préservation du vivant qui est assez innovant en soi en fait. Et les gens ne sont pas axés là-dessus quand ils réfléchissent, en tout cas une revégétalisation d'un espace urbain. Voilà, je tenais à marquer ça. Moi, je voulais revenir effectivement sur l'aspect le rapport entre la méthode Miyawaki et puis la qualité du sol. C'est super intéressant ce que tu dis, Olivier, parce que c'est quelque chose qui est souvent pas perçu ou mal perçu de la méthode. C'est vrai qu'à l'origine, beaucoup des travaux du professeur Miyawaki portaient justement sur l'importance du sol dans la qualité des écosystèmes. Il a beaucoup travaillé notamment pour montrer que le sol avait un rôle qui était au moins aussi important, voire plus important que le climat. Et donc c'est quelque chose qui fait vraiment l'objet d'un soin particulier dans la méthode. C'est vrai que ce qui est habituellement recommandé, c'est de pouvoir normaliser ce terrain, donc assurer qu'il soit suffisamment meuble et riche. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement. Dans le cas où ces conditions sont déjà présentes, effectivement, il faut en tenir compte. Et c'est pourquoi la première chose à faire avec le terrain, c'est d'essayer de le comprendre, voir s'il est argileux, voir quel est son pH, essayer de faire des tests qui sont relativement simples et à la portée de tout le monde en quelques recherches. On peut trouver des méthodes faciles, mais c'est vrai qu'après, derrière cette trame, chacun l'interprète et valide ou non les paramètres d'entrée, quoi. D'ailleurs, je voudrais revenir sur cette question de test juste après. Tu peux rajouter un truc si tu veux sur le sujet, bien sûr, Olivier, mais ça me paraissait être un point intéressant parce que notamment dans la méthode, on a surtout en tout cas celle que j'ai lue qui avait été compilée par l'entreprise La Forest, il spécifie que tester le sol, par exemple, peut utiliser la méthode du boudin. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait. Moi, c'est ce que j'avais fait sur les projets qu'on a fait avec les pionniers. C'est une méthode vraiment à la portée de tout le monde, mais du coup qui est assez imprécise. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme possibilité justement de test du sol qu'on pourrait partager ici pour déterminer un peu ce dont on aurait besoin d'ajouter ou au contraire de ne pas ajouter? Nous, on a un autre truc pour le sol, c'est qu'on a une géologue dans l'équipe. c'est vachement c'est pratique. Le luxe. Non, encore une fois, on s'est subdivisé. Autant on est novice et on devient spécialiste sur cette méthode, autant on
n'envisage pas du tout de maîtriser tous les métiers qui environnent ce type de projet. Donc on a une géologue et on ne cherche pas forcément à savoir exactement ce qu'elle voit, mais il y a des choses évidentes. On n'a pas fait le truc du boudin, même si effectivement c'est un exercice assez sympa qui peut être super pour appliquer en pédagogie, par exemple pour les enfants, pour comprendre la qualité du sol, ça peut être super. Et nous, on a mis un coup de pelle, on a vu que c'était argileux, un peu de cailloux, et voilà. Sauf sur le premier terrain, on a trouvé quelques gravats. Donc, les petites surprises de l'analyse du sol peuvent mettre à jour des anciennes décharges, en fait, décharges industrielles, de gravats, voilà, de gravats en tout genre, quoi, pour pas rentrer dans les détails sordides. Voilà. Nous, on a quelqu'un qui regarde ça très bien et des gens qui éventuellement regardent la partie microbiologie et c'est leur partie. Si on a besoin de ça, on passe, on les active. Pratique d'avoir cette géologue. T'as bien une autre méthode complémentaire? Oui, pour ceux qui n'ont pas de géologue sous la main, il y a effectivement, nous on n'avait pas eu cette chance, mais c'est vrai que bon, le test du boudin est assez grossier, mais il permet déjà de se faire une idée quand même, grosso modo, de ce qu'il va falloir si le terrain retient l'eau ou ne la retient pas. C'est déjà une information assez importante. On peut faire des tests de pH de la terre en achetant des choses même en pharmacie, je crois. Enfin, c'est des tests qui sont assez accessibles. Ensuite, quand on conçoit un projet avec une collectivité, généralement, eux, ils peuvent mettre à du sol. Soit qu'ils ont déjà des informations, ce qui peut arriver aussi, soit ils peuvent faire une petite étude. Ils ont accès à ce genre de services, donc ça peut faciliter les choses. Un autre élément que tu as évoqué qui est important, Olivier, c'est de faire quand même des prélèvements, des carottages. Alors ça peut être plus ou moins artisanal, à la pelle ou avec mais de creuser effectivement sur bien 50 cm, voire plus, à différents endroits du terrain pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que souvent, et nous aussi sur un projet qu'on était en train d'étudier en début d'année, on connaissait pas très bien la Terre, c'était sur le campus d'une université, et en fait on s'est rendu compte qu'à 50 cm il y avait énormément de gravats, et la Terre d'ailleurs ne retenait pas beaucoup l'eau parce qu'il manquait en fait cette base en dessous de terre normale, et qu'en fait il y avait beaucoup de gravats et de pierres, et ça c'est quelque chose qui peut être problématique parce que s'il y a une grosse dalle de béton, qui est vraiment le cas le plus extrême, mais ça va pas être forcément une très bonne idée de planter des arbres dont les racines vont forcément aller à 1 mètre de profondeur. Si c'est des cailloux plus ou moins gros, mais qui laissent quand même passer, qui laissent un passage pour les racines, ça peut être envisagé, même si c'est mieux de le savoir. En tout cas, creuser à différents endroits pour être sûr qu'on n'a pas quelque chose qu'on n'aurait pas suspecté, parce que la majeure partie du sol est invisible, c'est très important. Faut pas se hâter là-dessus. Mes amis, on arrive au bout du temps qu'on s'était donné. Ça fait à peu près 45 minutes qu'on est en live, le temps passe vite avec vous. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses sur Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le travail du sol, des petits conseils que vous voudriez partager à ceux qui voudraient se lancer dans un projet de plantation Miyawaki, qui nous regardent, qui n'en ont pas mené encore? Damien? Moi, alors, en résumé un petit peu, et c'est aussi ce qui est ressorti de nos conversations pour préparer le live, c'est quelque chose qui m'a marqué et sur lequel on n'insiste pas forcément assez, c'est qu'effectivement, la méthode Miyawaki, ça permet de restaurer un écosystème, de favoriser la biodiversité, et le socle de toute cette biodiversité, avant même les arbres, c'est effectivement dans le sol. Et c'est pour ça que c'est une problématique qui n'est pas forcément très très compliquée. Elle n'est pas forcément, il faut pas non plus en faire toute une montagne, je pense, mais il faut bien l'avoir à l'esprit et la considérer avec attention, parce que c'est ça qui va permettre la croissance racinaire, les échanges racinaires qui sont ensuite le succès de la méthode Miyawaki, qui vont permettre aux essences de communiquer et de former un tout harmonieux. Et c'est vraiment très important. Et nous, on l'a vu sur des terrains justement aussi endommagés et aussi perturbés, on va dire, que peuvent l'être des talus du boulevard périphérique. 1 an plus tard, sous la paille qu'on avait
trouvait encore à certains endroits, ça sentait vraiment le champignon. Et ça, c'était quand on a fait des prélèvements de sol, justement, Super. sur la vie du sol, ça grouillait de petites bêtes. Et ça, c'est très, très important. Et vraiment, c'est quelque chose de passionnant. Le sol, c'est peut-être pas forcément aussi sexy quand on imagine que les arbres, mais en fait, c'est vraiment, vraiment très intéressant de voir comment toute la vie des insectes aussi renaît à partir de là, puis les oiseaux, puis les arbres. Enfin, c'est un tout. Et il commence vraiment par le sol. Carrément. Complètement. Et là, le fait de faire pousser des forêts à croissance rapide implique qu'on essaye d'atteindre le plus vite possible une autonomie au niveau de ces plantations qui va commencer à aggrader le sol pour améliorer tout ce processus-là. Moi, j'ai rien à dire de plus, Damien, sur ce que tu viens de dire. Je trouve ça, c'est une super synthèse. Du coup, je vais rajouter une couche, juste une couche qui va un tout petit peu au-delà de la préparation du terrain, mais qui concerne le terrain. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Et clairement, on l'a pas fait et on ne sait pas trop comment s'y prendre pour ça, mais on y travaille. On appelle ça, nous, la sanctuarisation de ces terrains. C'est-à-dire que trouver un terrain, ça a l'air assez simple. Parce que franchement, du foncier et des espaces qui ne servent pas à grand-chose, il y en a. Il y en a partout. S'assurer que ces terrains soient plantables au réseau souterrain aussi, il faut faire gaffe aux câbles, parce que même si une racine ne détruit pas un câble ou ne perfore pas un tuyau, s'il y a un trou dans le tuyau, clairement, elle va y aller. Donc, il faut quand même faire gaffe. Il y a tout ce système-là. Il faut travailler avec les urbanistes, tous les plans de réseau. Et la chose la plus importante, c'est une fois qu'on a le terrain, qu'on est sûr qu'on peut planter dessus et que tout le monde est en adéquation avec ce système-là, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on fait ne sert pas à rien. C'est-à-dire que si on est dans un axe, et nous c'est notre cas, un axe biodiversité et restauration et stimulation de la biodiversité et création d'îlots de fraîcheur et la totale, si c'est pour être détruit 5 ans après, parce qu'il y a un changement politique et qu'il y a une nouvelle mairie qui débarque et qui dit non, on veut faire un parc pour les enfants et les toboggans ou carrément un parking pour les bagnoles, en fait, tout le processus, il a servi à rien du tout, quoi. Donc, au-delà de la préparation du terrain, je pense qu'il y a vraiment ce paramètre. Si on plante du Miyawaki, si on plante de ce qui deviendra une forêt, il faut que ce soit protégé. Et protéger, c'est 20, 30, 40 ans minimum. C'est-à-dire que c'est à l'échelle de 2, 3, 4 générations. Merci Olivier, c'est c'est effectivement un point super important et tu m'offres la transition parfaite puisqu'on fait je fais un peu de pub pour ce projet. Avec Damien, on va avoir la chance aussi à la fin du mois de mai d'interviewer Yann Rock de Projet Silva, donc un des plus gros projets de plantation Miyawaki qu'il y a eu en France, qui va nous expliquer justement comment lui il a fait pour sanctuariser les plantations qu'il a réalisées, puisque comme tu l'as évoqué, c'est un enjeu majeur quand on plante. Ça sert à rien de se dire que ça va être détruit dans 5 ans, sinon on n'entend rien faire. Merci, un grand merci à tous les deux. C'était vraiment super de vous avoir encore une fois. Merci à vous, c'était cool. On rappelle que Olivier, tu mènes le projet Arboretum via l'association Lichen dans le sud-ouest, c'est ça, vers Pau. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ? Facebook. Franchement, on utilise Facebook pour ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire une capacité de faire parler de soi un petit peu, de faire un peu de réseau et voilà, quoi. Donc il y a un Facebook Arboretum qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps finalement parce qu'on nous l'a demandé. Il y a le Facebook Lichen qui est un peu plus varié parce qu'à la base on a démarré l'association sur des bases artistiques. On fait du street art et c'est le street art qui nous a permis de payer la première forêt. D'accord. Et après il y a le site internet arboretum.com et là a priori quelque chose qui a l'air de bien fonctionner puisqu'il y a pas mal de gens qui arrivent sur ce site et qui nous demandent des interactions. Et je tiens à préciser que c'est important qu'on reste en réseau tous les trois et d'autres structures parce qu'on a des demandes sur Paris. Donc c'est bien qu'on se connaisse parce qu'on ne va pas y aller, c'est sûr, et il faut qu'on puisse se dispatcher. Les gens, il y a des gens de Lille qui sont venus nous demander de venir planter, et c'est pas possible. Donc on a déjà pas mal à faire sur le 64 et sur notre région déjà, et après on verra.
Voilà. Nickel, on mettra les liens vers vos pages et vos sites dans les commentaires de ce live sur Facebook. Ce live qui sera d'ailleurs en rediffusion sur Facebook pour ceux qui l'auraient manqué ou ceux qui l'ont vu et qui voudraient le partager. N'hésitez pas. Un grand merci à tous nos viewers. Encore une fois, c'était super chouette de vous avoir. Vous avez posé des questions vraiment intéressantes. Merci à nos invités. Et puis, je vous dis à tous à bientôt pour le prochain live. Ok. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Allez, salut.